Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Après sa longue émission sur France 2, cap sur Villepinte et le grand meeting annoncé dimanche, Nicolas Sarkozy pourrait recevoir à la tribune le soutien de Jean-Louis Borloo, mais le président du Parti radical réclamerait un temps de parole à sa mesure. François Hollande se démarque du président candidat sur le style comme sur les sujets de fond qui ont été abordés hier soir, mais il lui reconnaît des qualités de combattant. Laurent Fabius lui reproche une agressivité doucereuse après son duel avec Nicolas Sarkozy. Le candidat qui s'oppose à la sarkolandisation se flatte d'apporter aujourd'hui la preuve qu'il n'est pas seul. François Bayrou, il s'agit bien de lui, obtient le soutien de 18 sénateurs, la moitié des effectifs du groupe centriste. Les invités du 19 h pour débattre de la situation de la campagne présidentielle, Delphine Batho, porte-parole de François Hollande, Pierre Méhaignerie, délégué général de l'UMP, et Jean-Marie Wallerenberg, sénateur centriste proche de François Bayrou. Et puis, avec Laurent Guimier, tout à l'heure, nous ouvrirons les pages de ce livre de photos consacré aux campagnes présidentielles, les archives de l'agence Gamma. Mais d'abord, les représentants du culte juif qui estiment l'incident clos avec François Fillon. Ils se sont expliqués avec le Premier ministre après sa critique de l'abattage rituel. Le grand rabbin Gilles Bernheim avec le président du consistoire Joël Mergui à leur sortie de Matignon. Nous avons le sentiment d'avoir été compris. Ce qui ne veut pas dire que des inquiétudes ne subsistent pas. Nous savons que nous devons rester vigilants. Parce que cette question, quoi qu'il se passe, se reposera, que ce soit avec les mêmes hommes ou d'autres hommes. Et demain, ce sont les représentants du culte musulman qui seront à leur tour reçus par François Fillon. Il a dit hier soir l'attachement qu'il porte à ces chiffres d'audience. 5 600 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2, 100 000 de plus que pour François Hollande dans le même cadre. Pour le président candidat, le premier enjeu était de corriger son image, effacer celle de président des riches, installer celle de candidat du peuple selon sa stratégie électorale. Alors a-t-il réussi? Élément de réponse avec Mounir Soussi. Pour casser son image, Nicolas Sarkozy a joué la carte de la confession. Oui, il regrette le Fouquet's et tous les faux pas du début de son quinquennat. Un mea culpa à double tranchant car dans ses réponses, il se voit contraint de remettre en scène sa vie privée, un travers qu'il avait pourtant réussi à estomper depuis son arrivée à l'Élysée. La sincérité d'aujourd'hui le renvoie à l'impudeur du début du quinquennat qui lui était reproché. C'est un moment sans doute nécessaire, c'est un moment qui aurait peut-être pu être préalable à l'entrée en campagne du candidat. Et puis, il y a cette autre image, celle du président des riches. Sur ce terrain, Nicolas Sarkozy passe à la contre-offensive en ciblant le camp d'en face. Dominique Strauss-Kahn, marié avec Anne Sinclair, remarquable journaliste. D'après ce que j'ai vu des images que vous avez montrées, je n'ai pas l'impression qu'ils vivent dans une pauvreté absolue. Mais une émission ne suffit pas à gommer 5 ans d'exercice du pouvoir. Les erreurs du quinquennat restent imprimées dans l'opinion. Arriver à restaurer en quelques semaines des équations d'image si fermement ancrées est sans doute le principal défi que le président sortant a affronté. Une image qui aujourd'hui brouille toujours le message du candidat de la droite. Prochaine étape, la publication d'un livre attendu. Il pourrait permettre de clarifier son discours et de solder ses comptes avec les Français. Mais le temps presse. Il reste 45 jours au président pour inverser la tendance. Un tumulte aujourd'hui au Fouquet's sur les Champs-Élysées à Paris. L'établissement a été envahi par un collectif de chômeurs. 2 employés ont été blessés. Il y a eu plusieurs interpellations. Le président candidat a annoncé hier qu'il imposerait un impôt minimum sur le chiffre d'affaires mondial des entreprises du CAC 40. Des précisions ont été apportées aujourd'hui par son équipe de campagne. Et Elisa Bertolomé. L'annonce a surpris jusque dans les rangs de l'UMP. S'il est réélu, Nicolas Sarkozy souhaite imposer les grosses entreprises. À la base, un constat. Selon le président, la moitié des entreprises du CAC 40 ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Et pour cause, la plupart d'entre elles réalisent leurs bénéfices à l'étranger. Une anomalie que le candidat souhaite corriger.
On commençait, parce que c'est le plus rapide à mettre en place, par le faire en prélevant sur le chiffre d'affaires mondial. Et dans un deuxième temps, quand on aurait passé les conventions fiscales nécessaires, on le ferait à partir du bénéfice mondial. L'impôt devrait s'appliquer aux sociétés à capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. Une centaine d'entreprises seraient concernées. Au sein même de l'UMP, certains redoutent de mettre à contribution les mastodontes de l'industrie. Stigmatiser les grands groupes, nous en avons bien besoin, n'est-ce pas? La France, c'est une de ses forces, peut s'enorgueillir d'avoir des états-majors puissants de groupes internationaux qui pèsent à l'échelle du monde. C'est une de nos rares forces stratégiques. Le sénateur veut le croire, il ne s'agit que d'une idée lancée lors d'un débat. Mais Nicolas Sarkozy la prend très au sérieux. Avec cette mesure, le candidat espère récupérer entre 2 et 3 milliards d'euros. François Bayrou ne cédera pas à ce qu'il appelle les appels du pied de Nicolas Sarkozy, qui effectivement hier soir a cité plusieurs fois son nom. Le candidat centriste rejette toujours la guerre des camps droite-gauche et il s'est offert le luxe rare aujourd'hui d'une manifestation de soutien de parlementaires. 18 sénateurs appellent en effet à voter pour lui. Fabrice Cunet. Plus qu'une photo de famille, un soulagement. Pour François Bayrou, le ralliement de ces sénateurs centristes de diverses tendances met fin à son image de candidat isolé. C'est un événement très important, bien entendu, parce qu'il répond à la question perpétuelle qu'on entend poser, qui est la question de la solitude. L'un des grands artisans de ce rassemblement derrière François Bayrou, c'est Jean Arthuis. Et pour lui, ce ne serait qu'une première étape. Attendons les jours et les semaines qui viennent pour constater sans doute de nouveaux rapprochements et le renforcement de ce rassemblement central. En attendant, ce matin, ils étaient 16 sénateurs centristes et 2 non-inscrits à se présenter au siège du MoDem. 16 sur un groupe de 31 au Sénat. Un ralliement attendu pour valider la stratégie de François Bayrou. Surtout, ce qui est important, c'est ce que propose François Bayrou, c'est-à-dire, dans une crise comme celle-là, d'être avec une équipe d'union nationale, prendre les meilleurs de gauche et les meilleurs de droite. Pour les meilleurs de droite, il faudra encore attendre. Et ce matin, François Bayrou a multiplié les appels du pied aux déçus de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je suis sûr de leur malaise en face de ces orientations. Et moi, en tout cas, j'ai l'intention de ne pas tomber dans ce genre de piège et de récuser ce genre de débats qui ne sont pas autre chose que des diversions et des divisions. Le candidat centriste veut croire que l'image de cette famille recomposée se prolonge après la présidentielle et que le MoDem pèse aux législatives. Mais ce noyau familial semblait encore bien fragile ce matin. Nathalie Arthaud, première candidate à déposer officiellement et solennellement ses 500 signatures au Conseil constitutionnel. La militante de lutte ouvrière a effectué elle-même la démarche aujourd'hui. La campagne présidentielle avec nos invités, Delphine Batho, bonsoir, porte-parole de François Hollande, Pierre Méhaignerie, bonsoir, délégué général de l'UMP qui soutient d'une façon assez critique Nicolas Sarkozy. Vous allez pouvoir vous exprimer et qualifier vous-même votre soutien. À vos côtés, Jean-Marie Vanlerenberghe, bonsoir, sénateur centriste et proche de François Bayrou, tout heureux aujourd'hui de recevoir le soutien de parlementaires, la moitié du groupe de l'Union centriste au Sénat. Vous avez tous bien sûr regardé l'émission de France 2 hier soir, les mea culpa de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Est-ce qu'ils arrivent au bon moment pour redresser son image? Pierre Méhaignerie. Moi j'ai aimé, je regardais l'émission avec une vingtaine de collègues de la Commission des affaires sociales. Nous avions posé des questions sur l'immigration, il a rappelé que l'immigration est aussi un atout. Oui, mais là je vous ai interrogé sur l'image qu'il a voulu corriger avant d'aborder les questions de fond, notamment l'immigration. J'entendais tout à l'heure un journaliste qui disait que ça aurait été mieux il y a un an, peut-être. En tous les cas, moi... Éric Mondonnet de l'Express pense cela, effectivement. Pour moi, cette émission était positive. C'était vrai qu'il n'était pas... C'était pas facile son rôle, avec les images de rappel. Cela dit, il a bien répondu dans quel contexte on a vécu. Donc moi j'estime... Oui, contexte privé. Contexte privé, conjugal. Donc j'estime que c'est un discours... positif. Très bien. Pour son image, encore une fois, on reviendra sur les questions de fond ensuite. Delphine Batho, même si c'est peut-être aussi une question de fond, l'image et le style du président pour vous. Nicolas Sarkozy est un spécialiste de la communication politique spectacle. Donc évidemment que c'est insincère à moins de 50 jours d'une élection présidentielle de faire même pas un mea culpa, puisqu'en fait il a expliqué que tout était la faute aux autres.
S'il a dit casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture, c'était la faute à celui qui l'interpellait. S'il est impopulaire, c'est la faute des journalistes. Et s'il a marqué son début de quinquennat par ses symboles, notamment celui du Fouquet, il a expliqué que c'était lié à des difficultés personnelles. Et j'ai trouvé que ça manquait de pudeur, ça manquait d'élégance. C'était aussi une forme étonnante d'expliquer qu'un président de la République serait influençable par sa vie privée. J'étais très étonnée de cette explication. Et puis sur le fond, il a menti, il a déformé la réalité. Par exemple, c'est un peu ridicule, c'est donner un sens humain aussi, ça existe. Les présidents de la République ont une famille et des enfants, et je trouve que c'est à son honneur de dire que l'influence à un moment difficile de sa vie familiale était importante pour lui. Moi, je l'ai vécu avec lui, et je sais que c'était difficile. Mais je crois que c'est à son honneur de dire ce qui s'est exactement passé. Et vous n'avez pas le droit de dire insincère, parce que vous ne pouvez pas vous mettre dans la place de l'autre. Et moi, je dis, il faut être très attentif à l'autre. Je dis que c'est de la communication. Je dis que c'est de la communication. Je pense que Nicolas Sarkozy reste dans cette élection. Ça, c'est pas un argument d'autorité. Ce sont les Français qui jugent, Monsieur Meignery. Ce n'est pas la question dont chacun connaît Nicolas Sarkozy. Sur cette première séquence qui a duré longtemps, presque 1 heure quand même, hein, le premier tiers de l'émission. Je crois que c'est évident que dans la position dans laquelle se trouve le président, avec une image très négative, qui résulte d'ailleurs d'il y a 5 ans. Vous imaginez le pouvoir de l'image. Vous dites la communication, ça va bien au-delà. Ce sont des gestes forts qui, aujourd'hui, sont totalement imprégnés dans la population et qui vont tout à fait contre l'image du président. Il ne s'en est pas débarrassé hier soir pour vous. Pour moi, il ne s'en est pas débarrassé. Elle colle à la peau. Ces images, malheureusement, collent à la peau. Il essaye de s'excuser, et ça me paraît bien normal, parce que je crois qu'il n'a pas eu un comportement de président rassembleur. D'ailleurs, il continue. Ce sont aujourd'hui... de quelle manière ? Il continue à cliver les Français, alors que le président, on attend de lui qu'il rassemble. Or, la viande halal, l'immigration, je ne suis pas d'accord avec Pierre Meignery, c'est un discours qui est clivant. En fait, on assiste à une droitisation très forte. D'ailleurs, on va peut-être y revenir, les centristes de l'UMP le lui font remarquer. Je pense que c'est parce qu'ils ont constaté comme nous que ça n'allait pas. Alors justement, vous allez nous parler franchement, Pierre Meignery. Vous avez participé hier matin à un comité stratégique à l'Élysée autour de Nicolas Sarkozy. Il paraît que ça a été assez viril, justement parce que vous, parmi d'autres, avez dénoncé la droitisation de sa campagne. Vous confirmez ? Viril, je ne sais pas. Cordial, oui. Mais ferme, oui. Nous estimons que le message de l'immigration doit être un message d'abord de facilitation de l'intégration. Et moi j'ai dit qu'il y a des ouvriers du bâtiment et des travaux publics africains qu'on ne trouverait pas nécessairement en France. Mais que dans le même temps... Vous avez dit hier matin, mais hier soir on a entendu le chef de l'État évoquer d'une certaine manière la préférence nationale quand il dit un certain nombre de choses sur les prestations sociales. Il a dit notamment. que pour... Mais oui, parce que la France est très attractive pour ses prestations sociales, pour quelqu'un qui vient du Mali, la sécurité, la CMU, les 400 € du revenu de solidarité active. Moi, j'estime que si vous voulez rapprocher les Français, il faut éviter une immigration trop forte. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer sérieusement, avec de l'emploi, 250 000 personnes supplémentaires. Pour être clair, qu'est-ce que vous avez critiqué alors hier matin ? Qu'est-ce que vous avez critiqué dans la stratégie de campagne ? Nous disons qu'il faut revenir aux fondamentaux, le pouvoir d'achat, l'emploi, la construction de l'Europe. Tous des thèmes sur lesquels il a des... D'accord, on va y revenir. Delphine Bateau d'abord, sur le thème de l'immigration, avec les propositions de Nicolas Sarkozy hier, qui veut notamment diviser par 2 l'immigration légale. Moi, je ne suis pas là pour commenter les propositions qu'un président de la République vient faire après 5 ans d'un quinquennat catastrophique. Je suis là pour parler de celle de François Hollande, qui veut rassembler les Français. Les propositions de l'adversaire ou des adversaires, évidemment. Peut-être vous voulez parler à ma place ? Non, non, je vous donne la parole. Moi, je suis là pour parler d'un candidat à la présidence de la République qui veut rassembler les Français. Mais sur l'immigration, par exemple, François Hollande ne donne pas de chiffres, lui, sur l'immigration. Non.
Est-ce qu'il risque François Hollande veut rassembler, rassembler les Français. Il pense que la France est dans un moment de crise qui est un moment difficile. Et donc que l'enjeu, c'est de rassembler notre communauté nationale. C'est pas de créer des faux débats, un jour sur la viande halal, le lendemain sur le nombre d'immigrés. Il y a un enjeu républicain très fort. Il y a aujourd'hui, par exemple, un problème de ghettoisation. Rien n'a été fait par rapport à la situation que l'on connaît dans un certain nombre de banlieues. Il y a une immigration légale qui est un fait incontournable. Et d'ailleurs, je crois que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il s'est avancé en expliquant qu'il pouvait, comme il l'a dit, diviser par deux un certain nombre de chiffres, a une nouvelle fois annoncé une promesse qu'il sera incapable de tenir, puisque une majeure partie de l'immigration légale aujourd'hui sont des citoyens français qui se marient avec des gens d'une autre nationalité. Et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de titres de séjour sont délivrés. Et j'imagine qu'on ne va pas empêcher des citoyens français de se marier avec la personne qu'ils aiment, tout simplement. En tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas là une volonté, dans un camp comme dans l'autre, d'imposer des thématiques, la viande halal, et puis également la taxation à 75% des plus riches, pour faire parler l'opinion? Pas pour faire parler, non. Pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Et pour faire l'événement dans la campagne. Non, pour sortir de la crise économique dans laquelle nous sommes, il faut mettre fin à un certain nombre de rémunérations indécentes. Il faut faire la réforme bancaire. Il faut limiter ces phénomènes spéculatifs qui ont conduit à la situation économique dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi, effectivement, François Hollande a fait de la réforme fiscale une priorité, avec aussi une réforme de la fiscalité des entreprises. J'étais très étonnée, par exemple, d'entendre hier Nicolas Sarkozy découvrir que les entreprises du CAC 40 payaient moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises. J'attendais même un effort supplémentaire, qu'il soit d'accord avec la proposition de François Hollande, qui propose 3 taux d'impôt sur les sociétés, 35% pour les entreprises très grandes, 30% pour les PME et 15% pour les très petites et moyennes entreprises. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'à quelques jours de la campagne électorale, de façon un peu fulgurante, des idées avancent. Un mot de M. Ménury. Ensuite, on parle de François Bayrou. Oui, la politique. La politique, s'impatiente. Oui, la politique, Madame Bateau, c'est pas de dire rassembler, quand on n'est même pas capable, sur un débat comme l'Europe, de rassembler son camp et de s'abstenir. Alors que tous les députés européens, y compris Cohn-Bendit, ont lutté pour avoir sur le traité un accord. Vous n'avez même pas été capable de rassembler. Et nous voulons renégocier ce traité Pierre Ménury. Oui, nous ne l'acceptons pas. Contre 27, bonne chance. Bonne chance. Deuxièmement, quand on dit rien n'a été fait, Madame, il a été mis 45 milliards dans les quartiers avec Jean-Louis Borloo. 45 milliards, monsieur Ménury, c'est le chiffre du nombre de cadeaux fiscaux accordés aux plus aisés. C'est 45 milliards. Quoi, les cadeaux fiscaux. Mais dites lesquels vous allez supprimer. 45... Vous restez dans le vague. La politique, ce n'est pas dire de quoi, c'est dire comment on va le faire. Eh bien, j'attends le comment. Et moi, je vous souhaite bonne chance. Je vous donne le ben voilà, 180, je l'ai déjà lu, il n'y a rien dedans. Tout est écrit dedans. Non, mais je suis... Vous pouvez vous en dispenser, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans ce programme. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à M. Van Arenberg qui s'en saisit d'abord. Monsieur le sénateur centriste, j'ai une question à vous poser. Vous avez été critique sur l'image du chef de l'État qui n'a pas redressé, selon vous, hier soir. Est-ce que vous diriez, comme Laurent Fabius, à Nicolas Sarkozy, s'il était en face de vous, votre bilan, c'est votre boulet? Non, je ne le dirais certainement pas avec ces mots-là, mais c'est en quelque sorte une réalité. Je pense que le président sortant, d'ailleurs, ce sont les centristes de l'UMP qui le rappellent, ferait bien de mettre l'exigence d'humanisme et de justice, d'équilibre, au cœur de sa campagne. On prête l'attention à Pierre Ménury de créer un mouvement dans ce sens, il pourrait nous le confirmer. C'est exactement la position qu'avec François Bayrou, nous défendons. Une position d'équilibre, juste, rassembleuse. Nous voulons effectivement, avec François Bayrou, créer un mouvement d'unité nationale, parce que nous sommes dans une situation très très difficile au niveau du pays, que François Hollande ne me semble pas avoir pris tout à fait en compte. Je dirais, on est dans le déni, on continue plutôt à dépenser sans pouvoir justifier en quelque sorte les recettes. J'ai bien lu effectivement vos argumentaires. On s'arrête sur la posture. Vos argumentaires sont tout à fait illusoires. Vous êtes aussi sur des bases
qui sont illusoires. Les bases de croissance, on sait très bien qu'elle sera difficile à atteindre, cette croissance, et vous êtes toujours sur 2,5% de croissance. 0,5 pour la première, la demi-année 2012. Mais ensuite, j'ai bien regardé. Ça monte. Donc, je pense que nous sommes dans la oui. République de l'illusion avec François Hollande et malheureusement avec Nicolas Sarkozy de la désillusion. Bon, dites-moi, mais alors c'est très intéressant, mais au soir du premier tour, qu'est-ce que vous allez faire vous manifesterez quel écoutez, choix avec votre chef? J'espère bien, au soir du premier tour, s'il n'est pas être là, derrière François Bayrou. S'il n'est pas là. Mais je pense que vous pouvez poser la question aussi aux deux candidats qui sont là. Oui, moi je vous pose parce la que question, c'est eux aussi qui sont en cause. Est-ce que votre espoir, finalement, aujourd'hui, ne repose pas sur l'affaissement de Nicolas Sarkozy? Écoutez, actuellement, au profit de François Bayrou. Si vous prenez les sondages d'image, justement, François Bayrou est en tête de tous les candidats. En termes d'image, c'est-à-dire de popularité, ce sont des scores très flatteurs qu'il nous faut aujourd'hui traduire dans les intentions de vote. C'est ça la difficulté, je l'avoue, que nous avons, mais nous réunissons, on l'a vu aujourd'hui, des sénateurs, des parlementaires qui ont confiance en François Bayrou pour transformer quelque sorte cette image en vote. Pas des mea culpa, mais vous pouvez confirmer que vous avez rencontré récemment François Bayrou, vous avez été tenté. Le problème de François Bayrou... Vous avez été tenté par lui. À condition qu'il dise avec quelle majorité il gouverne. Si François Bayrou avait dit voilà, mon projet, mon livre, va dans le sens d'un accord avec l'UMP, à ce moment-là, ça pouvait être différent. Mais j'entendais tout à l'heure, avec une partie de la droite et une partie de la gauche, moi j'y ai cru, avec Michel Rocard. Pendant 9 mois, nous le soutenions, les 2 tiers du temps. Au bout de 9 mois, il est venu dans mon bureau en disant « Pierre, ne me soutiens plus, car j'ai trop de problèmes à l'intérieur du Parti socialiste. Car nous avons toujours le mur des deux gauches, une gauche archaïque qui reste toujours dans ses inutiles. C'est la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont fait, une approche? Vous me confirmez, d'un mot, vous confirmez, vous allez créer un mouvement après les élections présidentielles et législatives, les humanistes, là, pour faire plaisir à votre voisin, M. Valère Emberg? Il y a un rapport de force à créer à l'intérieur de l'UMP ou à l'extérieur de l'UMP. Il faut y réfléchir, mais avec l'UMP dans la majorité présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Jean-Louis Borloo sera présent au meeting de Villepinte de Nicolas Sarkozy dimanche? Jean-Louis Borloo sera certainement présent, et je dis à mon collègue et ami Jean-Marie que 98% des députés centristes de la majorité UMP, centristes, ce ne sont pas des centristes, et parti radical et Nouveau Centre, à 98%, ils ont appelé à voter Nicolas Sarkozy. C'était pas mal, on s'arrête là. Je précise, Pierre Méniory, vous n'allez pas vous représenter à la députation. Vous avez effectué 9 mandats. Vous ne vous représentez pas, c'est pas par peur d'être battu. On dit qu'un tiers des députés UMP, Delphine Batho, ont conscience d'aller à la boucherie. C'est l'expression dans leur bouche, paraît-il. Mais je crois que même la conversation à laquelle on vient d'assister montre qu'on a un peu le sentiment que la droite se fissure, qu'un certain nombre de manœuvres commencent. Pour autant, nous ne pensons pas, nous, que l'élection présidentielle est d'ores et déjà jouée. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va parler maintenant de toute autre chose. Restez avec nous. On va se plonger dans quelques images fortes des campagnes présidentielles que nous avons vécues au cours de cette 5e République avec cet album. Magnifique livre sur les élections présidentielles. On plonge dans les archives de l'agence Gamma, archives de la 5e République, donc, où l'on croise De Gaulle, Mitterrand, les Le Pen, père et fille, Nicolas Sarkozy, bien sûr, François Hollande, François Bayrou également, Monsieur Valère Emberg, rassurez-vous, il est là. Les images des face-à-face télévisés, des meetings, quelques photos intimes également des candidats. Et Laurent Guimier est avec nous. Laurent Guimier, journaliste à Europe 1, qui a pris un grand plaisir à se plonger dans ces archives. Laurent, bonsoir, je sais que vous êtes passionné par la politique. Et ça a dû être assez jubilatoire pour vous. C'est un plaisir incroyable d'avoir la chance de se plonger comme ça dans des archives, dans des centaines, des milliers de photos pour en tirer le meilleur, ou le plus drôle, ou le plus passionnant, enfin c'est selon. En tout cas, alors quelle a été la photo, quelle est pour vous dans cet album la photo la plus datée? La plus datée, c'est évidemment, j'allais dire, la première campagne au suffrage universel direct, celle de 65. Une photo de campagne parmi d'autres, c'est celle de François Mitterrand sur une estrade
dans un petit village, dans l'ouest de la France. C'est vraiment la France des préaux, les campagnes sous les préaux d'école et devant les usines, qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui, parce que la télévision a pris énormément de. J'ai remarqué aussi un truc, dans les photos des meetings, il y avait 50 micros. Aujourd'hui, évidemment, le son, est donné maintenant par le parti. Exactement. Alors là, il n'y a qu'un seul micro, mais parce qu'il n'y a pas de journaliste, il y a juste une sonorisation. Ça, c'est en 65, dans un petit village de l'ouest de la France. La photo la plus décalée. La plus décalée, alors comment je pourrais dire, c'est celle de Brigitte Bardot en 74. Je ne sais pas si M. Ménury s'en souvient, mais elle faisait campagne. Tout le monde s'en souvient. Alors, elle faisait campagne pour Giscard. Le problème, c'est que le jour du premier tour, elle arrive avec ce t-shirt, Giscard à la barre, qui était le slogan de Giscard en 74. Elle arrive dans le bureau de vote avec ce t-shirt, et ça crée un problème parce qu'on n'a pas le droit de faire de propagande électorale lorsqu'on arrive dans un bureau. Alors, elle a pu voter en remettant son blouson. La photo qui est la plus marquante pour vous? La plus marquante, 74, le premier duel télévisé. Giscard-Mitterrand, arbitré notamment par Alain Duhamel. C'est la première fois qu'il y a eu un duel, et comme c'est l'élection la plus serrée, on peut penser que c'est le seul duel présidentiel où la télévision, où le débat a eu vraiment un rôle majeur, parce que ça s'est joué à quelques centaines de phrases, évidemment, qui ont marqué encore. Dans celle-ci, c'est « Vous n'avez pas le monopole du cœur », évidemment, qui est la phrase dont on dit qu'elle a pu permettre l'élection de Giscard. Oui, parfois un mot fait basculer suffisamment d'électeurs dans un sens ou d'un autre. Delphine Batho se met à rêver. Non, vous ne pensez pas? Ça peut arriver parfois. La photo la plus émouvante? Moi, je retiens celle du 21 mai 81, l'investiture de François Mitterrand. Et c'est celle précisément. Moi, je voulais vraiment cette photo parce qu'on a l'image télévision, mais la photo, je ne l'avais jamais revue. C'est Mendes France, dont on sait qu'il n'a pas toujours été d'accord avec Mitterrand, et pour cause pendant 40 ans, qui est en larmes le jour de l'investiture de Mitterrand, parce que c'est au fond pour lui la fin de sa vie, mais surtout la fin d'un combat pour que la gauche arrive au pouvoir. Elle est vraiment extraordinaire. On peut rire aussi dans votre album avec des photos drôles. Si vous le voulez, moi je suis pas très drôle, mais non, j'aime bien rire. Vous en avez quand même trouvé. Oui. Jospin au milieu d'un troupeau de moutons, une belle photo comme ça. Ça, c'est la campagne de 95. C'est la campagne où il a créé la surprise, où il est arrivé en tête au soir du premier tour, parce qu'il s'est également immergé dans la réalité française de l'époque. Et ça, c'est autour de son village de Sainte-Gabelle où il était élu. Voilà, ça c'est une photo amusante. Il y en a une, alors pour le coup, qui est une autre cérémonie d'investiture, qui est la dernière, celle de 2007, où le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, regarde le grand cordon de grand maître de la Légion d'honneur avec une perplexité et puis sans doute plein de choses dans la tête, mais ça c'est la vie privée de ce jeune homme dans laquelle on ne s'immiscera pas. Violente, alors violente dans le sens de violence politique. C'était la réponse aussi à un moment de violence politique qui était le 21 avril 2002. Ça, c'est une manifestation qui a eu lieu le 1er mai 2002, c'est-à-dire dans l'entre-deux tours, où des centaines de milliers de Parisiens notamment, et de Parisiennes, sont descendus, plus d'1 million, dans les rues de Paris, sont descendus pour manifester contre Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Oui, parce que je crois que toute ma génération, en tout cas, ça reste une blessure que nous ne voulons pas revivre. La photo la plus actuelle, celle qui nous parlerait peut-être le plus aujourd'hui. Alors c'est celle-là, c'est une photo du 1er mai 2007, stade de Charletti, grand meeting de l'entre-deux tours de Ségolène Royal. Et ce sont Bertrand Delanoë, François Hollande, Jean-Pierre Mignard, Elisabeth Guigou qui regardent Ségolène Royal, qui sont au pied de la tribune, parce que ce jour-là... Certains là se disent la prochaine fois, ça sera peut-être mon tour. Je sais pas, mais en tout cas, ce jour-là, elle était seule à la tribune, et certains ont dit que, voilà, une Ségolène Royal qui était un petit peu trop seule, ou en tout cas pas forcément aussi bien entourée qu'elle ne l'aurait souhaité par le Parti Socialiste, qui s'est retrouvée au bas de la tribune, a été une des raisons de sa défaite. Mais ça, c'est Madame Charletti, non. Charletti, ça reste un grand moment de la campagne de 2007. De ferveur autour de Tout le monde a vibré autour de cette table, en voyant ces photos quand même, l'histoire de cette 5e République. Il en manque, celle avec Bayrou. On le voit, il y a des photos qui nous montrent qu'il a été très proche d'Édouard Balladur et de Nicolas Sarkozy. Ce sont les photos que Laurent a retrouvées dans cet album. Merci. Les élections présidentielles, donc, par Laurent Guimier. C'est de l'histoire. Voilà. L'histoire se répète. Oui. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. À demain, 19h. Bonsoir. Non, moi
moins de 2 minutes, nous allons pouvoir vous donner une estimation. Il est pratiquement 20 h. En mars, Public Sénat crée l'événement avec 2 soirées docu-débat consacrées à l'histoire des présidentielles à la télé. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Duel présidentiel. Focus sur les duels de l'entre-deux tours. Nous avons un premier résultat. C'est ici un peu la pagaille. Point d'orgue de la vie politique, les soirées électorales sont aussi un pur produit du média télé. Soirées électorales, une grand-messe cathodique sur Public Sénat.